des jeunes filles de formidables exemples de volonté, d'ambition et d'affirmation de soi. La société marocaine est aujourd'hui bel et bien en mouvement. D'autres y ont de la place et excellent dans le sport, les professions scientifiques, médicales, juridiques ou artistiques. Toutes sont actrices de leur destin et de la modernisation en cours du Maroc. De nombreuses voix s'élèvent pour demander une nouvelle révision de la Mouyawana, visant l'inégalité en matière d'héritage ou de réduire le pouvoir de dérogation des juges à l'interdiction du mariage des mineurs. Cela traduit une évolution rapide des consciences et du recul des préjugés sous l'action déterminée des mouvements féministes luttant contre les discriminations existantes. Le chemin à faire est encore long, mais en se retournant sur le chemin déjà parcouru. Pour situer la réunion d'aujourd'hui, pour l'ouvrir, d'abord un moment, un lieu, un texte. Un moment, nous sommes évidemment dans le prolongement de la Journée internationale des femmes du 8 mars dernier. J'utilise ici la terminologie onusienne, même si je sais qu'il y a une autre terminologie qui est aussi d'utilisation, la Journée internationale des droits des femmes. Et puis, il y a aussi cette appellation qui est entrée dans le langage courant, et parfois même médiatique, la Journée de la femme. À trouver cette troisième sortie, ou plutôt une voie. Et la mienne était l'éducation. L'éducation a changé ma vie et je dois beaucoup à l'école populaire marocaine. Mes professeurs d'école ont cru en moi. Ils m'ont donné le goût des sciences. Ils ont cru qu'une fille, une petite fille, pouvait faire des mathématiques, de la physique, de la chimie, être médecin, être ingénieur ou docteur. Et ils m'ont invité à la trouver et suivre cette troisième voie, la mienne. Alors, grâce à une double bourse marocaine et française, j'ai suivi ma passion pour les sciences, d'abord en France, au Canada, et retour en France. Et je dis souvent que le voyage, pour moi, est plus important que la destination. Ce voyage m'a amené aux 4 coins du monde, sur 4 continents, de l'Afrique. Des fonctions d'avenir aussi, l'intelligence artificielle, on va pas le répéter encore une fois ce soir, mais c'est de très bien. Je vais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour nous écouter ce soir, et aussi bien sûr son Excellence pour l'invitation et l'organisation de cette conférence qui, je pense, est très utile dans ce monde d'aujourd'hui où les choses bougent et les femmes prennent toutes leurs responsabilités quant à la science et à la technologie. Donc moi je vais vous parler rapidement de mon parcours. Moi j'ai eu la chance de naître dans une famille pas riche, pas pauvre, une famille d'intellectuels, des gens pour qui l'argent ne comptait pas beaucoup, même s'ils en avaient un peu, mais ce qui était très important, c'était l'éducation. Et donc, moi j'ai grandi avec 2 slogans au-dessus de ma tête tout le temps. Mon père qui disait il faut demander la science du tombeau, du landau au tombeau. Et il disait aussi que la recherche de la science et du savoir était une obligation pour tous les musulmans et les musulmanes. Pour lui, la seule chose qui comptait, c'était de faire des études. Nous sommes une famille de 9 enfants et nous sommes tous au moins docteurs d'État dans un domaine ou dans un autre. Il y a des médecins, il y a beaucoup de scientifiques. Il y a juste un architecte qui n'est pas docteur d'État, j'ai oublié, mais qui est un très grand architecte. C'est lui qui a fait Nakhil, De Vieux à Rabat, etc. Bref, donc c'est juste pour dire qu'on a eu cette chance d'avoir un père, une maman qui nous a donné énormément d'amour et un père qui nous a toujours poussé à nous surpasser dans le domaine. Pour lui, vraiment, c'était le plus important, c'était de le savoir. Il disait le meilleur héritage qu'on peut laisser. La parité, une question qui anime l'ensemble du monde musulman en particulier, à des niveaux différents. Et je prendrai très brièvement l'exemple de la Tunisie où il y a eu cet espoir avec cette constitution, il y a eu cet espoir aussi avec ces élections municipales en 2018 où pour les élections municipales il y avait l'obligation de la parité verticale et horizontale et qui a mené à une participation de 48%. 48% des élus municipaux étaient des femmes parce que la semaine dernière le président a décidé de renvoyer à la maison les élus locaux. Donc je pense que on avance, on danse le tango, c'est pas linéaire.
Et la deuxième question que je me pose aussi, c'est la question de l'éducation. Parce que on sait très bien qu'il y a des problèmes dans tous ces pays, il y a des problèmes chez nous aussi, évidemment. Mais moi, je me souviens que j'ai rencontré un ancien ministre de l'Éducation, il y a un certain nombre d'années aussi, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment vous gérez les questions de l'éducation? Et il m'a dit, et c'est un autre problème, il m'a dit, nous formons des générations de jeunes pour des métiers qui n'existeront plus à l'avenir. Et ça, c'est un autre problème auquel il faut réfléchir. C'est un défi auquel le monde entier est confronté d'ailleurs. Merci Simone. Le code de la famille, on en a brièvement parlé avec Driss. Amina, qu'est-ce qu'on attend pour lancer la prochaine réforme de ce code de la famille? Le texte n'a plus été touché depuis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans ce lieu majestueux offert par la ville de Bruxelles, à qui j'adresse mes remerciements les plus chaleureux. Votre réponse massive à notre invitation est une source de joie et de fierté. Surtout que beaucoup parmi vous nous rejoignent pour la première fois. Merci pour votre présence et surtout pour votre confiance. Cette conférence qui célèbre la Journée internationale de la femme s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences initié par les Amis du Maroc et l'ambassade depuis plusieurs années, afin de promouvoir le débat et le dialogue entre Belges et Marocains et accompagner la dynamique exceptionnelle que connaissent les relations entre la Belgique et le Maroc. La réussite de tous les événements que nous avons. La deuxième qui m'a peut-être beaucoup marqué toute ma vie était celle du fait que ma grande amie a été mariée à l'âge de 14 ans. Et là, ça a été vraiment, j'imagine que ça a été un coup très très fort et que ça m'a accompagnée toute ma vie. À 15 ans, je suis partie de Nador Oujda, interne. Je partais en quête d'autonomie et de liberté. Heureusement que mes parents m'ont aidé. Je voulais faire mon second cycle de lycée à Oujda. Et donc, il fallait être interne. Bon, j'ai passé 3 années à l'internat et j'ai eu mon bac en 70. Ça fait déjà 53 ans. Mon premier acte militant était à 16 ans. J'ai mené une grève de la faim à l'internat avec mon amie Sfia Bouarfa, que vous connaissez tous. Normalement, elle était peut-être avec vous. J'ai été exclue de l'internat pendant 15 jours, pas du lycée, mais de l'internat. Et donc, j'ai habité chez des sœurs pour finir mon année scolaire. J'ai eu mon bac. Et puis bon, avant d'avoir mon bac, j'ai adhéré à un parti clandestin qui était le PLS. C'est le Parti de Libération et de Socialisme, héritier du Parti communiste marocain qui était lui-même interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'université, en plein année de plan, comme on dit. Donc j'ai fait des classes dans le mouvement estudiantin à l'UNEM, qui était une fabuleuse école pour ma génération, mais aussi dans le domaine politique, dans des conditions très très différentes de celles d'aujourd'hui. Et je crois que ma deuxième prise de conscience, c'était justement dans l'action politique. Je me rendais compte avec d'autres copines à moi que nous étions dans un mouvement politique progressiste, mais que la question de l'égalité en femmes n'était pas sur l'agenda. Je crois que c'est un peu toute l'idéologie marxiste de l'époque, où on... Si vous voulez, ce qui me semble important à dire, vraiment, c'est que derrière cette idée des femmes, la femme, il y a en fait des combats quotidiens. Et le mot qui définit aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Maroc, c'est vraiment le courage des femmes. Cette ténacité, cette résilience, cette persévérance incroyable. Alors je vais en prendre quelques exemples. En 2011, j'ai eu l'honneur de faire partie de la commission consultative qui a fait le draft de la Constitution du 1er juillet 2011, qui a instauré la parité dans la Constitution marocaine. Bon, alors, Amina, qui là était venue me voir avec Rabia, sa grande complice, qui sont toutes les deux des amies depuis très longtemps, et on se rencontrait dans un café, dans un grand centre commercial,
entre midi et 2 pour travailler sur le mot parité. Et c'est comme ça que la parité est aujourd'hui dans la Constitution marocaine. C'est grâce à ces... C'est grâce à tout ce mouvement, mais c'est grâce à ce mouvement. Bravo. Mais elle n'a pas dit qu'elle était parlementaire. C'est la Hakim Alep. Mais elle est parlementaire. Et en 2014-2015, je ne sais plus, il y avait un projet de loi sur le travail des petites filles. Vous savez ce qu'on appelle les petites blanches chez nous. Il y a quelque chose comme 20 000 filles. Et on avait une bagarre avec le gouvernement. Et avec un ministre, qui est un ministre, à l'époque, était un ministre progressiste, sur l'âge minima pour... Et mes parents ont perdu mon père, toute sa famille, dans ce qui est l'Ukraine de maintenant, et ma mère, toute sa famille, ici en Belgique. Donc, moi, il a fallu que je prouve à mes parents que le monde n'était pas mauvais et que moi, j'allais changer le monde. Et ça, c'est vraiment mon chemin, mon fil rouge de tout ce que j'ai fait toujours dans ma vie. J'étais dirigeante dans une organisation juive, et en particulier, je veux maintenant parler un peu de mon lien avec le Maroc. Donc, je voudrais prendre 3 dates importantes pour moi. La première, c'est que, après avoir organisé ici à Bruxelles, pendant la première intifada, un dialogue entre 20 femmes palestiniennes et 20 femmes israéliennes, qui a mené à une coopération qui a duré 20 ans, je me suis dit, en 92, je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi ne pas élargir ce dialogue des femmes de la région? Et je me suis dit, où est-ce qu'on pourrait faire ça? Je me suis dit, pas en Égypte, parce que c'est une paix froide entre Israël et l'Égypte, mais par contre, pourquoi pas au Maroc? Et donc, tu as parlé tout à l'heure des Saouira. Je suis allée voir pendant l'été 93 André Azoulay, que je connaissais, qui est le conseiller du roi du Maroc, un des conseillers, et je lui ai dit, voilà, je voudrais réunir des femmes du sud de la Méditerranée et des femmes politiques européennes. Est-ce que le Maroc serait d'accord de recevoir une telle rencontre? Il m'a dit oui, mais à condition que tu obtiennes le soutien de la Commission européenne. Alors la réponse était très simple. Je suis allée à la Commission européenne, je lui ai dit que je voulais faire ça, ils m'ont dit très bien, déposer un projet. Et au printemps 94, donc 1 an et demi avant la conférence de Barcelone, nous avons réuni, avec le soutien du Palais Royal et du gouvernement marocain, à Marrakech, un sommet des femmes de la Méditerranée et d'Europe, 200 participantes, des femmes qui sont venues depuis la Turquie jusqu'à l'Algérie, avec des Israéliennes et des Palestiniennes, mais aussi Madame l'ambassadeur des Jordaniennes, la princesse Basma, et les seules qui ne sont pas venues à l'époque, c'était des Syriennes et des Libanaises, parce qu'il y avait aussi dans les délégations des femmes israéliennes qui venaient avec les Palestiniennes. Et nous avons invité, et ça c'est très intéressant, des femmes politiques, des parlementaires des 12 pays européens de l'époque. Et c'est vraiment, ça c'est Euromed, qui est venu 1 an et demi plus tard. On a eu des délégations de tous les pays du sud de l'Europe et personne du nord de l'Europe. Et le thème c'était comment les femmes peuvent-elles renforcer la paix dans la région, et en parallèle comment la paix peut-elle renforcer les femmes. Et donc ça c'est une première date importante, c'est là que j'ai vraiment fait connaissance avec le Maroc. Une deuxième date importante pour moi, c'est 2004-2005. Nous avions un projet à l'époque d'échange entre des femmes belges et des femmes iraniennes, et qui était soutenu par le gouvernement belge d'ailleurs, tu t'en souviens. Et après avoir mis en place cet échange, on est allé en Iran avec un groupe de femmes belges. On a découvert aussi ce qu'était l'Iran à l'époque, qui était un peu, il y avait un président qui était Khatami, il y avait de l'espoir à ce moment-là en Iran, et on a passé chaque... 11, donc vous faites le calcul, ça fait plus de 30 ans. J'étais très intéressée par la compréhension du cerveau humain, comment le cerveau fonctionne, et c'était ça qui m'a attirée vers cette discipline. Donc dans ma vie, dans mon cursus, j'ai eu 2 périodes. J'ai été nommée professeur à Sorbonne Université, faculté des sciences et d'ingénierie, et j'ai été professeur d'université de 2002 à 2020 à Sorbonne Université. Et en 2020, bon là j'ai créé une équipe, j'ai dirigé un axe de recherche de 120 personnes en IA et sciences des données, etc. Bon, voilà pour faire le CV, mais je veux dire, j'étais vraiment sur orbite à Sorbonne Université. Et ensuite, il y a eu une opportunité, et d'ailleurs, je ne sais pas si mon ami Idriss s'en souvient, on a pris un café à Paris, je ne sais plus où, et je lui avais parlé de ce projet d'un centre d'intelligence artificielle. Et à l'époque, il m'avait suggéré un certain nombre de noms. Il m'a dit, si tu veux faire ça au Maroc, il faut que tu contactes X, Y, Z, etc. Bon, voilà. Il faut des moyens, hein, ce n'est pas des centres voilà,
C'est très difficile de parler après Amina parce que vous avez bien tous compris que c'est une femme admirable qui a un parcours exceptionnel. Moi, j'ai un parcours très différent. Je dirais que je suis marocaine du monde, n'est-ce pas, Driss, parce que je suis aux États-Unis. Donc, mon père travaillait à la Banque mondiale dans les années 60. C'était pas la Banque mondiale d'aujourd'hui, c'était au lendemain des indépendances pour de nombreux pays, donc beaucoup de pays en construction ou en reconstruction. Et donc, nous sommes nés, mon frère et moi, à Washington. Et mes parents ont donc passé 12 années là-bas. Et c'était des gens très modernes, très émancipés, très libres. Et donc, j'ai eu une vraie éducation à l'américaine. Et un jour, mon père a dit il faut que je ramène mes enfants au Maroc, sinon ils vont être complètement. Ça va être des petits Américains. Donc, ils vont être complètement déconnectés. Il a fait ce choix. Il a fait ce choix. Et donc, au Maroc, moi, j'ai grandi dans une famille très affectueuse. J'ai grandi dans une famille un peu bourgeoise, même. Beaucoup même. J'assume complètement. Donc j'ai eu une enfance facile, j'ai étudié dans les écoles françaises. Et puis, j'ai décidé de devenir entrepreneur très tôt. Voilà, j'ai très vite compris qu'il fallait rentrer vite au Maroc pour entreprendre, parce que si j'étudiais trop longtemps, j'allais être complètement